Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette réunion du programme de formation du Global Youth Climate. Bienvenue à cette nouvelle séance. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous voulons faire partie de votre processus d'apprentissage, donc n'hésitez pas à partager vos expériences sur les réseaux sociaux, de nous taguer sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube. N'oubliez pas. Nous avons hâte de voir vos photos, vos stories et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag GYCT 2025. Aujourd'hui, je modérerai la séance avec Alexis McGivern en tant que membre de l'équipe GYCT. Bonjour à tout le monde, bienvenue. N'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas de manger non plus. Bonjour Alexis, bonjour à tout le monde. Alexis, ce micro. Merci, bonjour à tout le monde. Merci Bianca. Nous sommes très tristes de voir que nous sommes déjà presque à la fin de cette formation, mais la manière dont nous l'avons organisée, c'est de nous assurer d'avoir beaucoup de temps entre la fin des séances aujourd'hui en juillet et la COP 30 en novembre pour nous permettre de nous connecter, de travailler ensemble. Donc nous pouvons continuer. Pour cette séance aujourd'hui, notre objectif est de travailler sur le côté juridique. Donc la première question, c'est de comprendre l'objectif de la loi et l'importance de la loi dans la lutte contre le changement climatique et d'utiliser la science pour apporter des preuves dans la loi, puis de comprendre les dernières tendances dans euh, ce travail et enfin d'entendre des activistes. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous avons une belle séance aujourd'hui. Nous avons des experts du monde entier qui seront avec nous aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez leur poser. Donc, je donne la parole à Bianca pour nous présenter notre premier orateur. Merci beaucoup, Alexis. Merci d'avoir expliqué notre ordre du jour et nos objectifs. Nous allons donc passer à notre premier orateur. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici donc notre panel d'aujourd'hui. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, notre premier objectif, c'est le docteur Rupert Smith, qui est chercheur principal en sciences climatiques et droit au sein du programme Oxford Sustainable Law. Ses recherches actuelles portent sur l'utilisation et l'interprétation des preuves scientifiques climatiques dans les litiges et sur les développements méthodologiques dans le domaine de la science de l'attribution du changement climatique. Ces travaux ont été publiés dans des revues scientifiques de premier plan, notamment Nature Geoscience et Nature Climate Change, et ont été relayés par les médias internationaux, notamment The Guardian, Reuters et Carbon Brief. Bienvenue Rupert, merci d'être ici, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde, peu importe où vous êtes dans le monde. Cet après-midi, aujourd'hui, je voulais vous partager quelques remarques sur l'objectif du droit dans la lutte contre le changement climatique. Et en particulier, je voulais partager comment les développements dans la science climatique ont permis de développer et de renforcer la responsabilité juridique. Les développements scientifiques ont permis de garantir que de défendre le fait que de contribuer au changement climatique en émettant des
des gaz à effet de serre ne sont pas qu'une chose que les États peuvent continuer à faire, mais qu'ils pouvaient être également tenus pour responsables de ces actions. Le développement de la science climatique nous dit également à quelle vitesse nous devons arrêter nos émissions de gaz à effet de serre si nous voulons empêcher le changement climatique ou au moins si nous voulons limiter ses effets. Et je vais répéter ces deux idées tout au long de ma présentation. Mais tout d'abord, je voulais commencer avec ma présentation, donc par vous présenter les montagnes du Pérou. Cette montagne, vous voyez ici des photos prises dans les années 1930 par un alpiniste. Donc c'est un lac dans les montagnes très très hautes, au-dessus de la ville de Huaraz. Comme vous le voyez sur la photo, le glacier qui est donc au fond de la photo, derrière le lac, recule et à la suite de ce recul, un lac a été créé. Et vous voyez sur la photo à droite que de plus en plus d'eau se retrouve et fuit. Et malheureusement, à la suite d'une avalanche, une inondation a eu lieu, comme un tsunami qui a descendu la montagne et qui a euh, endommagé le village et qui a détruit en réalité une grande partie de la ville en inondant les maisons, les remplissant de boue et les recouvrant de rochers. Et ça, c'était donc en 1941. Et dans cette tragédie, plus de 1800 personnes ont perdu la vie. Sur la photo que vous voyez ici, vous voyez une grande partie de la ville qui est recouverte de blanc. Et ce blanc sur la photo, c'est une coulée de boue, une coulée de pierre qui était toujours présente 6 ans après le désastre. Mais la raison pour laquelle je vous parle d'un désastre qui a eu lieu il y a 80 ans, c'est parce que le reste des personnes de Walras n'ont fait qu'augmenter. Comme vous le voyez sur ces photographies, donc des photos proches ou satellites qui ont été prises dans les 70 dernières années, le glacier, au fond derrière le lac, n'a fait que reculer depuis ce désastre de 1941. Et comme le glacier recule, le lac s'étend. Il est bien plus grand que ce qu'il n'était dans les années 40. Et le montant d'eau dans ce glacier, dans ce lac, pardon, est bien plus important. Pour cette raison, pendant 50 ans, les autorités locales ont essayé de réduire les risques liés aux inondations pour Huaraz. Ils ont essayé de réduire le niveau d'eau du lac, mais malgré ces efforts, la science montre aujourd'hui que si une tragédie telle que celle de 1941 venait à arriver encore, nous n'aurions que quelques heures pour nous préparer à cela. Donc ce lac est au-dessus de Huaraz et menace le village, la ville. Et si nous parlons de cela, c'est parce qu'au Pérou, la personne qui est au centre de la photo aujourd'hui est Saúl Luciano Liua, qui est un agriculteur au Pérou. Et en 2015, il est allé face à la justice pour dire que RWE, le plus grand émetteur en Europe, devrait payer des dommages à la ville. Puisque ce qu'il disait, c'est que pourquoi est-ce que les Péruviens devraient payer les dégâts du changement climatique si les entreprises comme celle-ci sont celles qui sont responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc pour cela, ce cas repose sur cette idée que le changement climatique, que que le changement climatique est responsable de cette inondation au Pérou et que les entreprises comme RWE
qui opèrent à l'autre bout du monde sont responsables juridiquement de leurs actions et de ces risques. Scientifiquement, il a été prouvé que le lien entre les émissions qui sont émises dans le monde et cette catastrophe au Pérou est réel. Et il y a quelques années, un groupe de scientifiques ont décidé d'évaluer cela pour savoir si c'était le cas. Et nous avons effectivement euh, voulu voir quels étaient les effets de ce changement climatique sur les risques d'inondation. Et ce que nous avons trouvé, c'est que presque tous les changements de température dans cette région sont attribuables aux émissions de gaz à effet de serre et aux émissions de gaz à effet de serre produites par les humains. Donc l'agriculture, les gaz à effet de serre sont responsables de cette augmentation des températures qui sont également responsables de la fonte des glaciers. Cela n'aurait pas pu être le cas si cela n'aurait pas pu être le cas si les températures avaient changé seulement de manière naturelle. Cela a donc créé une étendue plus importante de ce lac et cela a créé des conséquences drastiques pour le recul des glaciers et donc cela prouve l'influence humaine sur le climat. Donc de manière scientifique, il est possible de prouver que le lac et le recul des glaciers sont liés au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors oui, le changement climatique est responsable et nous pouvons démontrer que c'est le cas. Donc cette preuve est disponible et a démontré que oui, ce lien entre le changement climatique et ces risques d'inondation est bien réel. Mais alors, est-ce que c'était suffisant pour pouvoir gagner ce cas? Nous avons eu la réponse il y a à peu près 6 semaines, parce qu'après 10 ans de justice, 10 ans de cas, le résultat est tombé et en réalité, RWE ne peut pas être tenu responsable de toute de, des changements climatiques, du changement climatique lié à leurs émissions de gaz à effet de serre. Il a également été trouvé que le changement climatique et les impacts du changement climatique au Pérou pouvaient être évalués dès les années 1960. Donc les entreprises comme RWE auraient dû savoir que ces résultats auraient pu être le résultat de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est très important parce que nous avons donc un cas bien plus euh, fort si nous pouvons prouver que RWE et d'autres auraient pu s'attendre à des résultats tels. RWE disent de leur côté qu'ils avaient le droit de, ils avaient le droit d'émettre des gaz à effet de serre, ce n'était pas illégal à l'époque et même le gouvernement régulait ces émissions de gaz à effet de serre, donc ils n'ont pas enfreint la loi. Ils ont donc dit qu'ils ne pouvaient pas être tenus pour responsables de ces impacts. Et la Cour a répondu et a dit non, cela n'a aucun effet, cela ne tient pas compte, puisque vous êtes, malgré le fait que ces émissions soient légales, vous êtes toujours responsable de ces émissions. La Cour a également jugé que c'était un sujet sur lequel elle pouvait se prononcer. Parce que la défense disait que c'est au gouvernement de décider de cela, c'est une question politique, ce n'est pas une question juridique. Mais la Cour en Allemagne a dit non, ce type d'enjeux peuvent être décidés par la Cour et peut décider si, et la Cour peut-elle décider si, nous- mm, si ce cas avait bien lieu. Donc c'est une décision très importante et très grave. Cependant, lorsqu'on se penche sur la question de la maison de Monsieur Liuya, qui est venu pour demander, euh, qui est donc le plaignant,
Monsieur le gars ne vit pas dans le centre de la ville, il vit en réalité un petit peu à part et selon la cour, le risque pour sa maison à lui n'était pas suffisamment élevé pour demander à RWE de payer pour compenser les impacts du changement climatique. Donc, au final, malheureusement, l'entreprise n'a pas dû payer une compensation au peuple à- du Pérou qui font face au changement climatique. Mais grâce à ce cas, nous avons un précédent inédit qui a établi pour la première fois qu'une entreprise peut être tenue responsable de sa contribution au changement climatique. Donc, si c'est le cas à l'avenir et que d'autres entreprises peuvent être prouvées et tenues pour responsables des émissions, cela pourrait avoir des conséquences très importantes pour nous dans la lutte pour le changement climatique. Donc, les conséquences vont bien au-delà de la compensation qui a été attribuée. Puisque pour le moment, seulement 20 000 dollars ont été accordés, et bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte le précédent. Aux États-Unis, par exemple, des entreprises émetteuses de gaz à effet de serre ont été tenues pour responsables de la chaleur extrême enregistrée dans le nord des États-Unis. Et dans ce cas, plus de 50 milliards de dollars ont été requis pour les impacts qui ont déjà été enregistrés, mais également pour offrir des solutions pour les impacts à venir. Si ce type de cas pourrait avoir un succès, cela pourrait avoir encore une fois un impact très important pour le changement climatique. Cela voudrait dire que pour contribuer au changement climatique, ce n'est pas quelque chose que les entreprises peuvent faire peuvent faire impunément, mais elles doivent être tenues pour responsables. Pardon, on a coupé mon micro, mais je crois que je devrais continuer. Mais cela veut donc dire que les communautés qui sont impactées par le changement climatique peuvent avoir euh, elles ont une lueur d'espoir. Alors malheureusement, ce n'est pas grand-chose quand on prend en compte le fait qu'on estime que 60 000 milliards de dollars ont été enregistrés comme dommages liés au changement climatique à la suite des émissions de gaz à effet de serre des grandes entreprises. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour utiliser le droit pour combler les lacunes de la gouvernance climatique? Alors, nous avons donc nous avons des lois climatiques qui ont été mises en œuvre à la suite des accords de Paris, mais nous savons très bien qu'elles ne sont pas suffisantes. Les États continuent de prévoir d'émettre énormément plus d'émissions de gaz à effet de serre et beaucoup de ces États n'ont pas de plan suffisant pour réduire ces gaz à effet de serre. Mais cela pourrait être une solution de poursuivre en justice ces pays pour dire qu'ils ne remplissent pas leurs engagements. Un autre point serait de dire qu'il n'y a pas suffisamment de mécanismes de compensation pour les impacts du changement climatique. Le préambule des accords de Paris disent que l'article 8 de l'accord n'implique pas de base pour une litigation, pour une responsabilité, une compensation. Donc peut-être que les litiges climatiques sont une possibilité pour les personnes qui font face aux effets du changement climatique. Donc ces dernières années, plus de 2000 cas liés au changement climatique ont été apportés devant les tribunaux dans le monde. Cela nous donne donc beaucoup d'espoir. Beaucoup de cas
et beaucoup de procès permettent d'accélérer l'action climatique, puisque cela nous permet de viser des entreprises spécifiques et cela nous permet de parler des objectifs du changement climatique. Euh, est-ce qu'il faut les redéfinir ou est-ce qu'il faut atteindre ces objectifs plus rapidement? Et donc, tous ces cas sont soutenus par trois développements clés dans la science, la science climatique. Ces dernières années, il a été possible de montrer l'impact du changement climatique qui est déjà enregistré. Nous pouvons démontrer que les entreprises causent déjà des impacts tangibles. Donc, c'est comme l'exemple du Pérou. Nous pouvons utiliser ce type d'exemple pour savoir combien de degrés ont été enregistrés à une certaine période, etc. Les prédictions climatiques nous permettent également de comprendre comment les impacts pourront être évalués et pourront être enregistrés ces prochaines années. Cela nous permet de quantifier le nombre de ces impacts et leur importance. Nous pouvons donc défendre le fait que de mettre en place des mécanismes de réduction du changement climatique nous permettront d'éviter ces impacts. Et enfin, nous pouvons créer des scénarios d'atténuation qui nous permettent de quantifier le budget des émissions de gaz à effet de serre qui sont permissibles pour rester dans les objectifs des accords de Paris. Pour conclure, le développement de la science climatique nous permet euh, d'avoir des bases tangibles et utilisables dans des procès. Bien sûr, toutes les juridictions sont différentes dans tous les pays et cela évoluera au fil du temps, mais ces procès nous permettent de mettre de notre côté de plus en plus de possibilités de succès. La communauté Les communautés font face aux impacts du changement climatique qui ne sont pas créés par elles et n'ont aucune compensation. Nous savons également que nous ne sommes pas sur la bonne voie pour respecter les objectifs des accords de Paris. Nous devons réduire nos émissions de manière rapide et nous savons que les États ne remplissent pas leurs objectifs. Seulement en empêchant des infrastructures d'émissions de gaz à effet de serre, nous pourrons euh, réduire le changement climatique et c'est l'objectif de ces nouveaux procès. Je vais donc m'arrêter ici. Désolée, je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Rupert. C'était très intéressant et cela nous permet de vraiment comprendre comment nous pouvions utiliser ces litiges climatiques dans ce cadre-là. Donc merci beaucoup pour votre travail. Merci pour tout cela. Nous passons donc à notre prochain orateur, Zaki Mamdou, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui est le coordinateur de campagne pour Stop ECOP, qui est une campagne qui a pour objectif euh, de faire face aux pipelines euh, au Moyen-Orient. Il est également activiste à 350.org et a pour objectif de lutter contre l'utilisation des gaz à effet de serre. Zaki, vous avez la parole. Merci à tous et à toutes. Merci de votre présence. Merci de votre invitation. Hmm, hmm. Merci de participer à cet événement pour la justice climatique. Je suis Zaki Mando. Je suis à Johannesburg, en Afrique du Sud, et je travaille sur la coalition et la campagne contre les COP. Donc, c'est une coalition panafricaine pour faire face à
construction de ce projet ICOP, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Si jamais je vais trop vite ou si je parle trop longtemps, sachez que je ne vais pas regarder le chat, je ne vais pas pouvoir regarder le chat, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Je voudrais commencer en disant que mon travail tourne sur l'organisation et pas sur la pratique juridique. Peut-être que je suis un peu un civil, en quelque sorte, qui ne peut pas forcément vous expliquer les tenants et les aboutissants des stratégies et des jurisprudences sur la mitigation et l'atténuation climatique. Mais c'est exactement ce qui me rend légitime à m'adresser à vous aujourd'hui. C'est pour ça que je vais parler de la justice climatique. Et pour moi, je veux la situer, la mettre en contexte. Ce n'est pas un remplacement, mais c'est un outil parmi d'autres dans toute cette longue stratégie sinueuse de lutte contre un système qui consomme et qui mercantilise la nature. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler des contradictions qui se trouvent dans le thème de ce sujet. C'est que la crise climatique, ce n'est pas seulement un manque de réglementation ou le résultat de zones grises juridiques, c'est la conséquence plutôt de l'ordre social et économique qui garantit l'accumulation et qui protège la propriété privée plutôt que les personnes et qui rend légale la destruction tout en criminalisant la résistance. Donc, d'emblée, j'aimerais expliquer pourquoi la justice est une lutte de premier plan, mais c'est également insuffisant parfois, sans pouvoir derrière et sans force de la population et de clarté politique. Même les meilleures victoires juridiques peuvent devenir simplement des gestes symboliques face à la dévastation en cours et la brutalité. Et souvent, c'est cela qui va rendre hommage à la loi, si tant est que la loi la protège, mais va également se moquer de la loi si la loi essaie de la remettre en question. Donc, je voulais replanter un peu le décor et donner un exemple concret. C'est celui qui m'occupe tous les jours, c'est la campagne contre ICOP. Fred, si tu peux passer la diapositive. La ICOP, donc la pipeline, est un gazoduc de 1443 km qui s'étend de l'Ouganda à Tanga en Tanzanie. Ce sont c'est un géant de l'énergie fossile totale qui s'en charge, ainsi que Sinopec pour la Chine, ainsi que l'entreprise nationale de l'Ouganda et de la Tanzanie. Donc, ce projet, dès ses débuts, a déjà causé le déplacement de centaines de millions de personnes et a menacé des grands endroits de la biodiversité comme le lac Victoria et pourrait rejeter près de 3 millions d'émissions chaque année alors que nous avons besoin d'une décarbonation rapide. Et cela expose toute la région à l'exploitation. Et nous voyons également la mise aux enchères dans zone entière de la RDC, ainsi que des droits d'exploitation qui sont octroyés en Ouganda. Nous avons l'ancien dictateur de l'Ouganda qui a parlé du potentiel de ICOP qui pourrait s'ouvrir dans le Soudan du Sud. Donc, ce projet est l'exemple parfait d'extractivisme néocolonialiste. C'est caractérisé par le profit pour certaines personnes, la privatisation de ressources vierges et des violences contre beaucoup de personnes avec la perte de biodiversité, de moyens de subsistance, le déplacement et évidemment pas de partage des ressources ainsi que du détissage du tissu social et qui empêchera certains pays de rembourser leurs dettes et cela va également ébranler la situation politique. Donc c'est un projet mastodonte et cette campagne est un projet politique, économique, moral, décolonialiste et environnemental.
L'atténuation a joué un rôle majeur dans la stratégie. Nous avons deux cas dont nous inspirons en France. Un groupe d'organisations ougandaises ont porté cette affaire devant le devoir de vigilance, qui est assez unique en France. Les grandes entreprises doivent ainsi identifier et éviter les violations des droits humains et environnementaux sur toute la chaîne d'approvisionnement. Total Energy ne l'a pas fait effectivement pour ce cas, pour ICOP, mais l'affaire a été considérablement ralentie avec des obstacles de juridiction. Et après plusieurs années, Total n'est toujours pas arrêté et le gazoduc est en construction. Le deuxième exemple, ça a été porté devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. C'est une organisation en Ouganda et en Tanzanie pour remettre en cause l'autorisation de ce projet, notamment en l'absence de participation publique et au vu des dégradations environnementales, ainsi que violation des droits humains. Donc, encore une fois, rien ne s'est produit. Tout prend du retard et il y a peu de mécanismes à la disposition du tribunal, même dans le cas d'une décision favorable, eh bien, nous ne savons pas si cela va pouvoir véritablement se produire. Ce- Cela montre bien les limites parce que malgré des arguments juridiques inattaquables et de la documentation sur la violation, le déplacement, les menaces environnementales, la construction de ce gazoduc continue. Les communautés sont affectées, la biodiversité est affectée et évidemment c'est une bombe carbone qui se prépare. Donc, c'est un exemple qui nous pose une question plus générale, à savoir qu'est-ce que la loi au final? Qu'est-ce que fait la loi sous le capitalisme? Que protège la loi et qui est-ce qu'elle sert? Diapo suivante, s'il vous plaît. Il est donc important de rappeler que la loi ne doit pas être perçue comme un arbitre neutre de justice. Au contraire, c'est un instrument de pouvoir de classe. La loi fait partie de ce qu'on appelle la superstructure. Il y a des étudiants en sociologie qui comprendraient très bien ce à quoi je fais référence. Et cela reproduit le cycle en cours. Et donc, nous pouvons comprendre la loi d'un point de vue des institutions qui protègent la propriété privée, qui font respecter les contrats et qui légitiment l'extraction des personnes et de la nature. Et donc, la loi est faite par et pour les intérêts du capitalisme. La loi protège la liberté de contrat, même si ce contrat veut dire exploitation. La loi défend également la propriété privée, même si celle-ci a été acquise par spoliation. Et la loi consacre la sainteté de l'investissement, même si cet investissement entraîne une dégradation environnementale. Il y avait un un juriste russe de renom qui affirmait que le sujet légal même, l'idée même d'une personne qui possède, qui fait transaction et qui détient des droits est véritablement spécifique au capitalisme. En somme, nous sommes tous réduits à être des individus de contrat qui portent des droits. Donc, même si les relations sont régies par la domination et les inégalités. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la loi ne peut pas être détachée des échanges de biens. Dans le contexte africain maintenant, tout cela est exacerbé par la loi colonialiste, la spoliation et la capture des entreprises. Et il existe d'autres acteurs également, leurs équivalents en Tanzanie, en Ouganda, qui fonctionnent pas forcément comme des garde-fous publics, mais plutôt qui permettent l'extractivisme. Donc, ce sont des personnes dans ces institutions qui passent d'un contexte public au contexte entrepreneurial. Donc, parfois, l'administration, ça revient à poser des tampons
Et c'est aussi une façon de légitimer ce qui a déjà été décidé par le capitalisme. Donc, il faut remettre en compte le fait que le capitalisme ne se produit pas en dépit de la loi, mais grâce à la loi. Et la construction de ce gazoduc, ce stéléoduc, pardon, se construit de façon tout à fait légale, d'une certaine façon, grâce à l'octroi de licences. C'est tout est fait de façon légale alors qu'il y a des placements de communautés, il y a l'oppression des militants et il y a énormément de menaces générées par ce oléoduc qui le rend totalement illégitime. Malgré tout ce cynisme, le tableau n'est pas tout noir car il y a des institutions qui contiennent des contradictions. Les idéaux dans le libéralisme en disant l'égalité face à la loi, la protection de la vie et de la dignité, la protection des intérêts, etc., peuvent être utilisés contre le capitalisme. Et même si c'est seulement temporaire, ça peut être des outils très précieux et très forts. Nous avons des requêtes constitutionnelles sur les droits et des normes internationales qui peuvent permettre de retarder des projets pour mettre en avant des violations et puis pour récolter un soutien public. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a des entreprises qui ont permis que Shell réduise ses émissions. Pareil, en Colombie, il y a eu des actions en Afrique du Sud aussi. Un projet mené par des jeunes pour que le gouvernement précise son plan climatique. Donc, ce sont des victoires tactiques qui peuvent permettre de retarder des projets, mettre en avant les mensonges, changer l'opinion publique et également produire de véritables victoires pour les personnes qui sont affectées. Mais il faut que ce soit véritablement appliqué. Elles sont souvent appliquées pendant un temps et puis ensuite, tout est érodé. Encore une fois, tout s'étiole. Et donc, le problème, c'est que ces décisions juridiques ne changent jamais vraiment la véritable logique de l'accumulation du capital, de la propriété privée, de la planification centralisée et du profit à tout prix. Donc, une autre réalité qu'il faut connaître, c'est comment la coopération et les États qui gèrent ces intérêts vont utiliser la loi comme des armes pour parvenir à leurs fins. Donc, il y a des mécanismes de résolution des disputes qui se traduisent souvent par des accords commerciaux. Il y a des mécanismes où il est possible de traduire l'État en justice si en raison d'une loi environnementale, les revenus sont inférieurs. Donc, les gouvernements doivent se plier aux demandes du capitalisme. Donc, la question, c'est pas ce qu'il faut traduire en justice, mais la question, c'est comment le faire de façon stratégique, comment éviter la dépolitisation, comment éviter le monopole des ONG, comment utiliser ce tribunal, pas comme une destination, mais comme une façon de sensibiliser et d'émanciper. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai proposé des outils et des tactiques à la disposition des mouvements qui voudraient utiliser ces interventions de façon stratégique. Donc, les limites, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je vous encourage à l'explorer, réfléchir au raisonnement derrière ces approches. Où est-ce que ça peut fonctionner et où est-ce que ça ne va pas fonctionner ou créer de nouveaux risques. Donc, je ne vais pas rentrer en détail, mais l'enseignement de ce tableau, de toutes ces approches, qui est véritablement la vérité même, c'est que ce sont les mouvements qui font compter la loi, donnent de l'importance à la loi. Alors, tout bon étudiant d'histoire vous dira que j'ai raison et dira qu'il n'y a pas de droit significatif
en tant que personne, que ce soit le droit de vote, le droit de manifester, le droit de s'organiser ou le droit, de vivre sans dégâts environnementaux. Aucun de ces droits n'ont été octroyés depuis là-haut. Il a toujours été le résultat d'une lutte, d'une revendication de la base et ils ont été remportés grâce à la lutte collective. Là, les mouvements de justice, de la même façon, peuvent devenir une arme pour mettre en avant, pour nous faire gagner du temps, retarder des projets, nous faire gagner l'autorité mentale, pour diviser notre ennemi et rallier nos amis. Ça peut nous permettre de couvrir des conversations, mais ça ne remplacera pas d'autres types de mobilisation et ça ne permettra pas non plus de surmonter une décision légale qui, par essence, vient protéger le capitalisme. Toutes les victoires, au tribunal, eh bien, il faut s'assurer qu'elles sont véritablement appliquées et que ce ne so voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui s'efface avec le temps et c'est pourquoi il faut continuer à faire pression. C'est pourquoi la campagne pour mettre fin à ICOP a mis en avant le pouvoir des personnes, a montré leur priorité, à savoir l'action, la solidarité transfrontalière, la résistance des communautés, notamment la construction d'alternatives démocratiques, puisque nous ne pouvons pas être naïfs, concernant la loi et ingénus. Il ne faut pas non plus abandonner la loi. Donc il faut essayer, de le faire à notre façon et c'est une façon, un front dans notre guerre générale pour notre survie. Diapo suivante. Alors nous devons utiliser, les outils à notre disposition pour utiliser cette possibilité de mettre en avant, les contradictions de la légalité dans un contexte de capitalisme. Nous devons aussi poser la question suivante: si les institutions d'aujourd'hui ne permettent pas de protéger la vie, alors, il nous incombe à nous et à nos mouvements, de créer les institutions qui le feront et c'est là qu'entre, le concept de double pouvoir. Ce n'est pas une question d'assurer des services là où l'État est défaillant. C'est une pratique politique pour proposer une réalité alternative si, c'est là qu'un mouvement s'inspire sur l'autonomie, la solidarité, le soin collectif, et cetera. Mais lorsque nous assumons la responsabilité de ces mouvements, on devient des résistants, mais nous devenons même les auteurs, les créateurs de la société de demain et c'est là qu'il faut avoir une imagination radicale. On ne vient pas réformer les systèmes, on invente même, la grammaire même, les règles d'une vie où ce type de choses ne pourront plus se reproduire. Et nous devons avoir la confiance de lutter pour cette vie et d'organiser la société telle que nous l'entendons, pas forcément avec, cette loi. Nous pouvons proposer des forums, des tribunaux populaires, par exemple, des tribunaux pour la santé. Donc, ça sera peut-être des gestes symboliques sans forcément le soutien de l'État. Ça fait partie de notre imagination et ce sont des exercices pour créer une jurisprudence qui ne s'appuie pas sur le capitalisme ni sur les autorités coloniales et les relations de pouvoir, mais qui s'appuie plutôt sur la souveraineté populaire, sur l'éthique écologique, les connaissances autochtones et une justice transformative. Et donc, le double pouvoir dans la loi, ça veut dire créer de nouvelles justices qui sortent de la production économique. Donc, on sort de la logique d'investissement, du profit des entreprises, des intérêts, et cetera. Donc, les tribunaux populaires pour la santé, les tribunaux pour la nature ou le tribunal pour les générations à venir vont nous permettre de façonner, la réalité que nous voyons et ce que nous allons tolérer ou non. Il faut également rappeler que ces processus avec des alternatives ne fonctionnent pas forcément qu'à l'extérieur de ce système. Il faut un système juridique fort et il y a
beaucoup de façons de le faire, donc de récolter, par exemple, les témoignages que nous pouvons présenter au tribunal ensuite, mobiliser la conscience du public, donc faire pression sur certains cas pour avoir une légitimité, morale, dont nous manquons parfois, de rappeler le coût de l'inaction et également d'expliquer comment les communautés vont parler de la justice. Donc il faut y avoir des, critères. Alors je vois des caméras s'allumer, ça veut dire que je dois terminer. Je me dépêche. Donc ce sont des formes de lois populaires qui sont un contre-pouvoir et rappellent au tribunal que sans justice, s'ils ne rendent pas la justice, d'autres le feront. Et donc ils vont refaçonner le domaine même du juridique, en particulier s'ils ont le soutien des populations. Donc tous ces pouvoirs, ce n'est pas seulement l'opposition, mais c'est créer quelque chose, c'est de faire des forums de justice parallèles pour lutter, pour un nouveau modèle, de justice. Et enfin, la dernière diapo, s'il vous plaît. Pour terminer donc, la la justice ne va pas nous sauver, va peut-être nous servir. Il faut être clair sur ses limites, il faut connaître le pouvoir de la lutte organisée. Si on commence avec des mouvements, même le tribunal peut être un endroit de conversation, de résistance et d'éducation. Donc la loi telle qu'elle est aujourd'hui ne peut pas parvenir à la justice climatique, car souvent elle est, restreinte par certaines, forces du capitalisme et dynamique de pouvoir actuelle. Mais nous pouvons apporter la justice, nous pouvons créer cette justice et lorsque nous avons des outils juridiques, nous pourrons peut-être les façonner à notre guise, même si c'est temporaire, ça peut nous permettre de servir la lutte. Donc un petit peu d'optimisme avec C'est une lutte qui se fait dans les tribunaux, mais également dans la rue grâce à des politiques, des assemblées populaires, dans les tribunaux, mais également dans l'imaginaire radical. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a beaucoup de questions dans le chat. Est-ce que vous pourriez peut-être y répondre à l'écrit parce que nous avons malheureusement très peu de temps aujourd'hui et nous n'aurons peut-être pas le temps d'organiser une séance de questions et réponses. Mais peut-être que si vous pouviez répondre à certaines questions à l'écrit, cela serait formidable. Merci. Et merci également, Rupert. Je vois que vous êtes déjà en train de faire cela. C'est formidable. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à notre troisième orateur. Nous avons aujourd'hui Siwa Lovekun, qui est militant au sein de l'organisation Pacific Island Student Fighting Climate Change, donc les étudiants des îles du Pacifique contre le changement climatique. Cette organisation mène des campagnes de sensibilisation au changement climatique à travers des cadres juridiques et des droits humains. Siwa a participé à leur campagne visant à saisir la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction au monde, en demandant à celle-ci un avis consultatif sur la question du changement climatique et des droits humains. Une partie importante de son travail consiste à recueillir des témoignages sur l'impact du changement climatique dans les îles périphériques de Tonga afin d'étayer les requêtes soumises à la Cour internationale de justice. Bienvenue Siwa, merci d'être ici, vous avez la parole. Siwa Micro, merci beaucoup. Bianca, merci. Alexis et Clarissa de l'équipe d'organisation. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. J'essaierai de rester dans le temps qui m'est imparti, mais merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir parler de ce sujet. Comme on l'a dit, oui, je m'appelle Siwa, je suis un membre de la PSFCC, donc le Pacific Island Student Fighting Climate Change. Nous savons que notre nom est très long, pardon, donc que nous nous appelons le PISFCC. Donc, un petit aperçu du contenu de cette discussion.
Mais passons directement au sujet. Pardon, je crois qu'il y en avait une avant. Alors, ne vous en faites pas. Est-ce que je peux partager mon écran si cela vous va? Pardon pour ça. Oui, allez-y, vous pouvez partager votre écran. Très bien, merci. Donc, pour une introduction à notre campagne, je voulais vous présenter un petit peu notre organisation. Je pense que certaines personnes dans l'appel auront déjà entendu parler de notre histoire. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais c'est une origine dont nous sommes très fiers. Donc, je vais la répéter encore. Donc, en 2019, à l'Université de South Pacific, dans notre université, différents pays euh, de, euh, du Pacifique Sud ont différentes facultés d'une même université. Donc, à Vanuatu, c'est la faculté de droit. Et donc, en 2019, un groupe de 27 étudiants de la faculté de droit ont essayé de trouver une solution pour contribuer à la lutte contre le changement climatique en utilisant euh, une, l'aspect international, des organisations internationales qui ne soient pas l'accord de Paris ni le GIEC. Donc notre objectif, c'était de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice. Donc voilà un petit peu très rapidement comment cela euh, a commencé. Mais ce qui est intéressant, c'est que notre objectif, c'était au départ de faire quelque chose d'assez théorique, de savoir si c'était possible, puis c'est devenu un mouvement mondial parce que nous avons des membres qui font partie des organisations sœurs. euh, donc, une organisation qui a été créée en 2020, donc PISFCC avait une organisation euh, internationale avec des jeunes du monde entier. Et c'est là que nous avons compris que ce mouvement nécessitera un mouvement mondial, un effort mondial. Donc, je vais passer à une petite présentation de ce que c'est qu'un avis consultatif, un AO en anglais pour le Advisory Opinion. Donc, un avis consultatif, c'est une réponse juridique à une question juridique qui est posée à la Cour internationale de justice par un membre des Nations unies. Et la question qui a été posée par la société civile, c'était de savoir quelles sont les obligations des États en ce qui concerne le changement climatique. Donc voilà le premier cadre de réponse, c'était de dire qu'il suffisait d'identifier. Notre objectif, pardon, c'était de comprendre de la part de la Cour internationale de justice quelles étaient les obligations des pays pour cela. Donc c'était au départ de demander des obligations de tout le régime sur les, le droit international, en particulier sur les droits humains, sur l'équité mondiale, etc. Donc il y avait beaucoup de plaidoyers disponibles de la part de la société civile à l'époque. Donc un avis consultatif permet de comprendre cela et il est important de comprendre ce que c'est. L- La Cour de justice internationale est très axée sur les États. Donc les
La question ne peut pas être posée par un individu, mais par un État. Donc, notre premier objectif a été de trouver un pays qui pourrait être capable de poser cette question à la Cour de justice internationale. Et si vous connaissez l'histoire de Vanuatu, c'est l'un des champions, l'un des grands défenseurs de la lutte contre le changement climatique. Ils ont un historique très extensif de lutte contre le changement climatique, en particulier dans la signature de traités contre la prolifération d'énergie pétrole. Puis nous leur avons demandé de soutenir notre campagne, ce qu'ils ont fait. Et il était très intéressant de noter que la société civile a été encouragée à participer. Et ça, c'est très important parce que l'un des plus grands succès de cette campagne, et pas le seul, mais l'un des plus grands, ça a été de vraiment créer une empreinte, un précédent de collaboration entre la société civile et les pays et les États. Donc nécessite énormément cela nécessite énormément de transparence, mais il faut que la société civile et les pays laissent leur chance aux jeunes. Et pour cela, cela permet de maintenir un grand niveau de professionnalisme pour pouvoir garantir que les risques qui sont pris par les pays ne sont pas pris en vain. Donc, pardon, je me suis un peu égarée ici, mais c'était très important de le noter. Donc, voilà ce que l'avis consultatif, voilà l'origine de l'avis consultatif. Alors, je vous donnerai un calendrier un petit peu après, mais quelques points importants à retenir pour celles et ceux qui se retrouvent souvent dans l'espace de la COP ou dans d'autres espaces internationaux. Vous savez à quoi ressemblent ces négociations et vous savez à quel point il est difficile de parfois faire passer l'aspect des droits humains ou la société civile dans ces salles. Et c'est pour cela qu'il est important de noter cela parce que l'objectif était d'avoir plusieurs régimes de droits internationaux à part le GIEC et les accords de Paris. Donc notre objectif, c'était de trouver d'autres organes juridiques qui demandent des obligations de la part des États sur laquelle la Cour de justice pouvait se baser pour rendre son jugement. Alors pourquoi avons-nous décidé de nous pencher sur un avis consultatif? Pourquoi est-ce que cela valait la peine de euh, lutter tant pour cela? Alors bien sûr, parce que le GIEC et ses espaces sont multilatéraux. Comme vous le savez, dans ces lieux de négociation, il y a parfois des sujets très triviaux qui prennent énormément de place. Des désaccords sur une formulation, des désaccords sur de quel organe de loi nous devons nous baser, etc. Et c'est une bonne chose pour les États qui prônent le statu quo, c'est d'utiliser l'ambiguïté de la loi. Pour les pays du Sud, il est parfois très difficile euh, de, de faire face à cela. Et l'objectif principal était de clarifier quelles étaient les obligations principales. Et cela devait s'appliquer à toutes les négociations internationales, les négociations sur le plastique, d'autres plateformes qui devaient utiliser ce type de négociation. Cela nous permettait d'avoir plus de clarté sur ce sur quoi
le plaidoyer pouvait se baser. Et encore une fois, bien sûr, les litiges climatiques sont bien sûr le plus évident. Je parlais plutôt dans le chat d'une décision qui a été prise et qui malheureusement n'a pas porté ses fruits. Euh, c'est une décision prise par le gouvernement de l'Australie et cela montre c'est l'un des exemples où la société civile ou les mouvements de base n'ont pas eu de clarté euh, de la part des pays ou des organisations internationales. Et c'est pour cela que nous nous battons, c'est pour avoir plus de clarté dans l'espace international, de savoir ce que le droit international, ce à quoi le droit international ressemble, ce sur quoi nous pouvons nous baser et quelles sont les obligations. Et donc c'était l'objectif pour nous. C'est pour cela que nous sommes basés sur les litiges climatiques. Comment est-ce que les activistes pouvaient envisager lutter à l'avenir? Et le troisième point, c'était le développement progressiste et inclusif du droit international. Nous avons déjà parlé du fait que ces campagnes sont des campagnes qui montrent les efforts du Pacifique pour demander euh, à ce que les pays du Sud mondial soient bien plus pris en compte dans la lutte contre le changement climatique. Et cela montre le développement, l'inclusivité de ce développement. Et certains pays du Sud mondial ont été des grands collaborateurs dans cette campagne, dans cet objectif de faire partie de cette mouvance d'inclusion et de trouver un consensus sur la science derrière le changement climatique. Ce sur quoi nous avons passé du temps, c'est de dépasser le droit. Il est désormais très évident, même si la science est désormais sûre que le changement climatique est basé sur les actions humaines, ce n'est pas encore inscrit dans le droit. Et il y a dans l'avis consultatif une possibilité de d'inscrire que d'inscrire ces consensus scientifiques dans le droit. Puis c'est aussi un outil pour garantir un monde plus juste. Et nous devons toujours nous rappeler que l'objectif principal n'était pas de trouver une solution au changement climatique, c'est ce que Zaki a rappelé, mais c'est de compléter des efforts existants. Puis, sur cette diapositive, je voulais passer point par point euh, su- pour expliquer quel était le succès de cette campagne. Et voilà 8 points principaux qui soulignent le succès de cette campagne. Alors, la construction d'alliances, c'est peut-être très cliché de le dire, mais il faut se faire des amis, trouver des alliés, euh, créer des alliances. C'est toujours l'objectif de collaborer avec les bonnes personnes et les organisations et de comprendre que l'objectif est toujours le même, c'est la justice climatique. Les besoins sont les mêmes et la manière est la même. C'est d'identifier des gens, des personnes, des organisations qui pourraient collaborer avec vous et de rassembler ces mouvements. Et c'est l'un des ingrédients pour une campagne réussie. Très souvent, certaines campagnes cherchent les mêmes résultats, cherchent les mêmes financements et l'objectif est une deuxième priorité. Mais l'objectif, c'est vraiment de se retrouver tous ensemble et de trouver qui peut travailler entre nous. Alors, les événements régionaux et mondiaux, alors
cela peut vous parler pour certains d'entre vous. Dans les événements régionaux et mondiaux, ce qui est le risque principal, c'est de mettre en lumière un enjeu pour quelques minutes seulement, pour quelques heures. Mais il faut que ces événements soient vus comme une possibilité d'apporter les ambitions de la société civile au sein de ces espaces. Beaucoup de personnes vous diront que la COP n'est pas faite pour la société civile, ce n'est pas un espace approprié, mais c'est parce que comme ça que c'était dans le passé. Ces voix de la société civile apportent cette ambition et elles manquent souvent dans ces espaces. Donc de trouver des personnes qui pensent comme vous, des organisations qui pensent comme vous, de participer à ces événements, cela peut être faisable parfois dans ces événements. Le troisième, c'est l'engagement des États. Et pour moi, je pense que ça a été le plus grand défi. Parce qu'en réalité, vous invitez tout le monde à porter une casquette diplomatique ici. C'est beaucoup de discussions avec les pays, de savoir ce qu'ils disent, des négociations. Et la question, c'est également comment est-ce que vous vous représentez vous-même, mais comment vous représentez votre mouvement, votre région au sein de ces engagements étatiques. Et en particulier pour celles et ceux qui travaillent au sein des, des espaces internationaux, il faut avoir cet esprit euh, tout en gardant cette ligne rouge que nous apportons en tant que société civile dans ces événements. De se rappeler qui vous représentez, quel mouvement vous représentez, et de rappeler à ces personnes qui vous êtes, parce qu'elles peuvent ne pas avoir la moindre idée de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Et il faut se rappeler que la diplomatie ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'elle fonctionne. Il ne faut pas abandonner, c'est un effort constant de collaboration avec les gouvernements qui doivent parler avec leur communauté, qui doivent amplifier leur voix. Les médias, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais ce sont donc des aspects que la société civile a l'habitude d'utiliser. Donc, ce sont campagnes médiatiques sur les réseaux sociaux, de garantir que la communauté soit au courant d'où est le mouvement, de ce qu'elles peuvent faire. C'est un espace de transparence en réalité. Et d'avoir une stratégie, cela a un vrai impact sur le mouvement. Et parfois, c'est un aspect un peu ingrat, mais l'aspect média et campagne est très important. Alors, le cinquième point, ce sont les amis de l'initiative. Et je crois qu'il faut reprendre en compte les mouvements qui commencent. Il y a beaucoup de valeur à être un expert. Et bien sûr que cela peut être évident, mais il faut comprendre pourquoi ces objectifs sont établis. Et donc d'avoir une personne, un représentant, une personne qui peut parler pour vous ou avec vous dans certains espaces auxquels vous n'avez pas accès. C'est donc un objectif de trouver les bonnes personnes qui peut être alignées avec vos objectifs, avec vos intentions, de soutenir vos campagnes. Et l'objectif, c'est donc d'identifier les bonnes personnes, les bonnes organisations qui vont pouvoir vous aider et cela vous aidera grandement. Action directe, mais ça, c'est ce que l'on fait au quotidien sur la société civile. Pardon, Clarissa, allez-y. Clarissa, pardon, il faudra finir dans les prochaines minutes pour que l'on puisse nous assurer que les intervenantes suivantes ont de la parole. Oui, bien sûr, pardon. Donc, l'action directe, c'est donc ce que nous faisons tous les jours, les manifestations
d'avoir des actions coordonnées avec une intention réelle derrière, d'aider le mouvement, etc. C'est là où vous inscrivez votre campagne et vous pouvez garantir la progression de votre mouvement. Donc d'avoir des recherches, des publications, de pouvoir les partager, de pouvoir les... euh, c'est aussi important. Le renforcement des capacités est aussi fondamental. Et c'est encore une fois de voir la valeur des jeunes, de leur donner leur chance. C'est un point qui est très important pour nous parce que nous savons que c'est pour les jeunes que nous faisons cela, que le système ne fonctionne pas, et c'est pour cela que nous avons besoin des éléments de renforcement des capacités. Alors, très rapidement, 4 ans de campagne, nous nous sommes retrouvés à l'adoption de ce questionnaire qui a été identifié. Donc, cela a pris toute l'année dernière. En mars, nous avons soumis euh, la, euh, la question, puisqu'il y a une ligne, il y a une date butoir pour soumettre les questions de la part des pays. En juin, les commentaires étaient ouverts pour pouvoir compléter cette question, cette soumission. Et, euh, les juges ont commencé à rédiger l'avis consultatif. Donc, alors, quelles sont les prochaines étapes? Pour celles et ceux qui le savent, l'opinion consultative sera publiée euh, le 23 juillet à 15 heures, heure de La Haye. Et donc, voilà, euh, c'est la conclusion de presque 5 ans de travail pour plusieurs organisations de la société civile, des experts de la communauté qui ont plaidé pour cela à différents niveaux. Et nous verrons donc ce travail arriver à sa fin, à la conclusion. Nous avons une mobilisation qui est prévue euh, pour pouvoir mobiliser avant la publication. Donc si vous êtes intéressé pour cela, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Et nous aurons ensuite une consultation avec nos partenaires pour pouvoir comprendre ce que cet avis consultatif sera. Et l'objectif sera à la suite d'avoir un événement public pour pouvoir expliquer ce qui a été dit et de comprendre ce que veut dire l'avis consultatif. Voilà, merci beaucoup et désolée d'avoir pris trop de temps. Je vous rends la parole, Clarisse. Alors, je passe la parole à nos deux autres orateurs, les deux derniers orateurs, Trina Kemi, qui est vice-présidente et travaille sur la justice intergénérationnelle dans un projet. Elle est également chercheuse à l'Institut pour la gouvernance et le développement durable et candidate au doctorat en droit à la faculté de droit de Vermont. La recherche et les activités de plaidoyer portent sur l'utilisation du droit et des politiques pour assurer la justice climatique intergénérationnelle. Trina a dirigé la soumission de l'amicus curiae des jeunes du FAC devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme sur sa demande d'avis consultatif sur l'urgence climatique et les droits de l'homme. Alors, je passe également la parole ensuite à Mariana Campos est coordinatrice pour l'Amérique latine de la campagne des jeunes pour avoir un avis consultatif sur la justice, le changement climatique et les droits humains. La participation aux audiences sur l'urgence climatique, elle a représenté
Elle a participé à la COP29 et aujourd'hui, elles parleront de la Cour interaméricaine des droits humains. Merci beaucoup à l'équipe d'organisation. Merci à Trina également. Merci à celle que je suis là. Nous sommes des champions pour la justice climatique en Amérique latine, mais également dans le monde entier. Et le 3 juillet dernier, Cour interaméricaine des droits humains a invité à publier sa première opinion, son premier avis à ce sujet. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'Amérique latine et pour le monde entier? Un avis consultatif est une interprétation publiée par cette Cour sur les obligations de l'État en vertu du droit international. Donc, le Chili et la Colombie ont demandé à la Cour de consulter les obligations de l'État concernant l'urgence climatique en prenant en compte les, euh, les conséquences particulièrement ressenties par les jeunes et les populations autochtones. La Cour jamaïcaine a déjà jeté les bas pour parler du droit à un environnement sain et en 2010. Cette Cour a reconnu que ce droit était appliqué de façon individuelle. Donc, nous ressentons depuis notre propre contexte et collectivement également, en tant qu'humanité, en tant que communauté et en tant que groupe affecté par différents impacts. Nous avons un intérêt collectif au cours de cette audience. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un moment historique? Eh bien, c'est la première fois qu'une Cour régionale pour les droits humains a reconnu que la crise climatique menaçait les droits humains, considère comme une urgence, et a clarifié le fait que les États devaient agir de toute urgence en vertu du droit humanitaire international. La pause suivante, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un a parlé tout à l'heure du fait que c'était un grand mouvement dans lequel la loi est utilisée pour clarifier les obligations de l'État en matière de changement climatique, ainsi que les conséquences si on ne remplit pas ces obligations. Par, par exemple, le tribunal international sur le droit de la mer a publié son avis en mai de l'an dernier. La Cour internationale de justice a statué ce mois-ci et grâce à une mobilisation mondiale, la Cour de justice devrait l'interprétation le son de Mariana est assez mauvais. La Cour africaine sur les droits humains des peuples a également statué sur ses obligations et publiera également son avis. La société civile a joué un rôle majeur pour contribuer à l'élaboration de ce droit international. Mais, pardon, je viens de me rendre compte que ma caméra était éteinte. Mariana, c'est à cause de la qualité de votre son. Nous avons enlevé votre vidéo pour essayer d'améliorer la situation. Non, très bien, merci beaucoup. Tous ces processus ont été suivis de près par la société civile, mais ce processus en particulier était participatif dès sa genèse. Les États pouvaient proposer des arguments à la Cour, mais également les ONG
nations autochtones, les syndicats, les scientifiques, les enfants et les jeunes pouvaient le faire et pouvaient proposer des arguments et participer aux audiences pour que les juges pouvaient entendre les témoignages et les différentes perspectives de ces groupes. La Cour a reçu près de 263 observations écrites et s'est rendue à la Barbade et au Brésil pour rencontrer des personnes qui vivaient dans les zones touchées fortement par le changement climatique. Quelles ont été les conclusions de la Cour? Eh bien, que l'urgence climatique était liée à la protection des droits humains. En effet, un environnement sain et un système climatique sain sont des conditions sine qua non pour jouir d'autres droits humains. Aussi, la Cour a rappelé le droit à la nature et les écosystèmes et les cycles sont également indispensables pour les différentes générations et pour d'autres espèces. Et donc, la Cour a rappelé le droit à un climat sain, l'obligation juridique d'éviter toute répercussion négative et ces mesures doivent être efficaces et équitables, ainsi que urgentes. Les États ont des obligations différenciées spéciales, notamment pour la protection des droits des enfants, des jeunes et de la génération future. Je passe la parole à Trina. Alors, il nous reste 5 minutes, donc je vais laisser tomber quelques informations, mais comme nous sommes aujourd'hui entre jeunes, j'aimerais parler des obligations générales identifiées par la Cour sur l'atténuation, mais également sur les droits des générations actuelles et à venir, et les répercussions pour d'autres affaires. Parmi ces obligations générales stipulées par la Cour sont l'obligation de respecter et garantir les droits, notamment appliquer, renforcer la bonne diligence et donc être proactive et prendre des mesures de prévention pour éviter le pire scénario climatique en utilisant les meilleures données scientifiques à notre disposition. Et tout cela doit être intégré avec un prisme, avec une approche des droits humains. Le deuxième élément identifié par la Cour, c'était l'obligation de réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et de développement, savoir utiliser toutes les ressources à notre disposition pour protéger les plus faibles et le devoir de non-rétrogression qui est proposé par la Cour. Donc tout recul doit être justifié, proportionnel et s'appuyer sur des faits scientifiques. Il faut également proposer des réformes nationales, donc mettre en conformité le droit national avec les obligations internationales. Donc, en vertu de certains textes américains, toutes les autorités publiques, les membres des organisations de l'État américain doivent s'assurer que leurs lois et leurs actions sont en conformité avec les droits des humains et l'interprétation de la Cour en vertu de ces textes. Et également l'obligation de coopérer à l'échelle internationale sur le principe de responsabilité commune et différenciée. Toutes ces obligations en matière d'atténuation dérivent du fait que les États ont la responsabilité de répondre à l'urgence climatique avec des mesures d'adaptation et de médication rapides et efficaces, notamment avec le droit à vivre et le droit à vivre dans un environnement, d'un climat sain. La Cour stipule que les États doivent établir des objectifs ambitieux et contraignants selon les émissions actuelles et historiques et respecter l'objectif de 1,5 degré, réglementer le comportement des entreprises pour garantir que les États suivent
les actions des entreprises polluantes et cela également passe par des enquêtes, des jugements pour, s'assurer que les entités, heu, non conformes répondre devant la justice. L'autre aspect, c'est la réduction des émissions, la protection de la nature et donc la Cour a demandé une stratégie, d'atténuation et cela passe également par, les polluants, lourds comme le méthane et donc les États doivent protéger la nature et proposer des solutions de développement durable et ce, en vertu des normes de bonne diligence et selon les meilleures connaissances à notre disposition. Donc un accès à ces scientifiques, mais également, aux connaissances autochtones et en reposant sur le principe de précaution. Il faut également faire des évaluations, des impacts climatiques en s'appuyant sur les faits à notre disposition. Et en étudiant les plans d'atténuation climatique. Donc, il y a encore d'autres éléments. Nous allons partager ce diapositive avec vous, mais nous aimerions parler des répercussions de cela. Et donc, tout cela fait le lien avec la paix, notamment sur l'Académie des sciences. Et en répondant à la crise climatique grâce aux droits humains, nous contribuons à un monde plus stable et plus pacifique. Il ne suffit pas de se concentrer sur l'atténuation, il faut prendre des mesures pour répondre aux circonstances qui entraînent cette urgence climatique et qui appellent une construction de la résilience. Le tribunal a rappelé que prendre du retard va de placer un fardeau irréversible sur les générations à venir et cela est incompatible avec les obligations en matière de droits humains. Et nous pourrions, y parler encore pendant très longtemps, mais je vais m'arrêter maintenant car l'heure tourne. Mais nous allons continuer, cette conversation et nous vous expliquerons un petit peu les conclusions nous vous informerons des conclusions de la Cour interaméricaine. Merci beaucoup de m'avoir permis d'en parler et c'était, un webinaire passionnant sur l'utilisation de la loi. Merci beaucoup, merci d'avoir été ponctuel. Désolée que vous avez peu de temps, mais nous avons été très ponctuels, donc nous avons également organisé cette réunion à point nommé avec l'arrivée des différents avis consultatifs. Donc toutes les personnes qui étaient intéressées, vous pouvez, suivre les informations et nous enverrons les diapositives. Alors, quelques points logistiques. Notamment, merci aux différents intervenants. C'était des présentations très intéressantes, tout autant qu'elles étaient. Je crois que tout le monde a beaucoup apprécié. Je partage rapidement mon écran. Alors, quelques petits rappels. C'est les applications pour les bourses pour la COP 30. J'espère que vous êtes déjà dessus. La date, c'est lundi prochain, la date butoir, le 21 juillet. Mais nous aimerions entendre autant de personnes que possible, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas l'expérience, si vous êtes stressé. C'est votre occasion, c'est votre chance, donc nous vous encourageons à le faire. Sur le formulaire, le document que vous avez reçu, il y a beaucoup d'informations sur les critères d'éligibilité, les différentes termes et conditions. Nous sommes sûrs que vous allez envoyer une demande très complète. Concernant maintenant les certificats, donc tout d'abord, nous n'allons pas forcément le faire avant fin septembre. Ne nous demandez rien avant, s'il vous plaît, car nous sommes concentrés sur les demandes de bourse. Donc, vous n'aurez pas le certificat avant fin septembre. Mais je sais que nous vous avons demandé beaucoup de formulaires pour ces certificats. Donc, pour vous remercier, pour faciliter le
processus. Tous les formulaires peuvent être envoyés jusqu'au 20 juillet. Nous attendons la date. Nous avons envoyé un grand email avec 3 formulaires à vous envoyer, le formulaire de d'inscription, le formulaire de participation et l'évaluation sur Moodle. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez les renvoyer parce que si vous avez des questions, si vous pensez ne pas avoir une bonne note, nous serons très généreux sur, la note. Si vous voulez recommencer, n'hésitez pas. Mais s'il vous plaît, renvoyez ces documents pour avoir vos certificats. Et enfin, nous aurons une session de réunion le en novembre et donc nous vous en redirons plus à ce moment-là. Nous allons parler d'encourager la communauté pour le long terme et notamment en préparation de la COP. J'espère vous retrouver d'ailleurs à la COP, donc veuillez noter la date du 4 novembre, même heure que d'habitude. Et c'est la fin de notre programme. Donc merci à tous et à toutes. Merci de votre participation, d'avoir posé toutes vos questions passionnantes. J'ai regardé le chat à chaque fois. J'adore toujours regarder le chat. Donc merci beaucoup. J'espère que vous en avez retiré beaucoup. Est-ce que Alexis ou Bianca voulaient ajouter quelque chose avant de nous dire au revoir? Sinon, je voulais remercier tout le monde. Ça a été incroyable de vous voir entre vos demandes jusqu'à maintenant. Ça a été une belle aventure. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ces formations. Nous avons maintenant des salles de réunion optionnelles si vous le souhaitez. Je donne la parole à Bianca pour terminer. Merci à tous et à toutes pour vos contributions. Pour ce processus d'apprentissage que vous avez partagé avec nous. C'était un plaisir de vous avoir dans ce programme pour cette édition 2025. Merci à Clarissa et Alexis, à tous nos intervenants pour aujourd'hui. Merci pour cette session. Pardon, alors j'ai oublié quelque chose, je viens de me souvenir. Dans quelques semaines ou dans un mois, je crois, vous allez recevoir un forum de retour. Donc, vous pourrez faire faire vos commentaires sur cette session et nous aimerions pouvoir également utiliser ces témoignages pour, pour de la promotion, les levées de fonds pour ce programme. Et c'est toujours utile d'avoir des citations des personnes qui expliquent que ça a été utile. Donc, si vous pouvez les remplir lorsque vous les recevrez, nous vous serions très reconnaissants. Voilà, maintenant j'ai fini. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, donc c'est pas vraiment à la fin, nous avons les sessions facultatives. Si vous voulez discuter, si vous voulez parler de ce que vous avez en dire hein, sur les formations, je sais que vous voulez prendre une photo de groupe, et nous pourrons le faire juste après. Donc vous savez, pour accéder à ces salles, tout en bas de votre écran, ce sont vous pouvez appuyer sur les 3 petits points qui disent plus. C'est là que vous avez les salles de discussion. C'est un logo qui représente un petit carré. Et nous prendrons la photo. On fait la photo maintenant plutôt que de le faire après les groupes. On fait la photo maintenant. Si vous ne voulez pas être sur la photo, vous n'avez qu'à éteindre votre caméra. Et si vous voulez être sur la photo, sourire. Il faut continuer à sourire. C'est plusieurs écrans à photographier. C'est fait, merci à tout le monde. Et maintenant, vous pouvez aller en salle de discussion.